Je m'appelle Vincent, j'ai 35 ans, et ça fait, quoi, 3 mois, peut-être plus, les jours se mélangent. Je suis seul dans cet abri souterrain, un trou dans la terre que mon père avait creusé il y a des années, persuadé qu'un jour tout ça arriverait. Je l'ai toujours trouvé parano. Aujourd'hui, je bénis sa folie. L'abri est petit, suffocant. Une pièce de 4 mètres sur 3, avec des murs en béton brut qui suintent parfois d'humidité. Au centre, un vieux générateur grésille en permanence, son ronronnement étant à la fois une bénédiction et une menace. S'il s'arrête, je n'ai plus de lumière, plus d'air. Une simple machine est tout ce qui me sépare de l'obscurité et du silence total. C'est une pensée qui me hante. Sur une étagère rouillée, quelques boîtes de conserve, haricots, raviolis, pêche au sirop. Pas de quoi festoyer, mais ça tient au ventre. À côté, un compteur Geiger que j'ai appris à lire à force d'observer l'aiguille, tremblait chaque fois que je m'approche trop près de la porte en métal, scellée depuis des semaines. Et puis, il y a cette radio. J'ai beau tourner les boutons, elle ne capte rien. Pas un mot, pas un souffle. Le silence des ondes me rend fou. Je passe mes journées à attendre. Attendre quoi, je ne sais pas. Peut-être un signal, un signe que quelqu'un là dehors est encore en vie. Peut-être juste la fin. J'ai arrêté de penser à demain. Ici, le temps se mesure en minutes, en secondes. Chaque jour est une victoire amère. Je me rappelle encore de ce jour. Tout semblait normal, ou presque. La télévision crachait des nouvelles de tensions politiques, mais qui écoute ça sérieusement? Je pensais que c'était une énième crise, que les gouvernements allaient gesticuler comme toujours avant de se serrer la main devant les caméras. Et puis il y a eu cette alerte, ce bruit strident à la radio. Alerte nucléaire, abri immédiat. Je revois les rues, les voitures qui klaxonnent, les gens qui courent, la panique pure. Moi, je suis resté figé. On croit qu'on va réagir, qu'on va avoir un plan. Mais non, j'ai juste bloqué. Puis un réflexe presque animal, descendre ici, cet abri que je n'avais jamais pris au sérieux. Quand j'ai fermé la lourde porte en métal derrière moi, j'ai senti un choc, une vibration sourde, comme un orage lointain. C'était ça, l'explosion? Juste un frisson dans le sol? Ensuite, le silence. Un silence si épais qu'il me semblait plus assourdissant que tout ce que j'avais connu avant. J'ai laissé tout ce qui était dehors derrière moi. Ma vie, ma maison, mes certitudes. Et maintenant, je suis là, seul, à ressasser ce jour, à me demander si j'aurais pu faire autrement. Léa et Hugo. Je ne peux pas arrêter de penser à eux. Ma femme, mon fils. Ils étaient en ville ce jour-là, loin de moi. On avait prévu de se retrouver, de descendre ensemble dans l'abri si jamais. Mais tout est allé si vite. J'ai attendu, longtemps, jusqu'à ce que je doive choisir, les attendre et risquer de tout perdre, ou fermer cette foutue porte. Et je l'ai fermée. Est-ce qu'ils sont là-bas quelque part, dans un autre abri? Est-ce qu'ils ont eu une chance? Ou est-ce que je suis le dernier de nous trois? Cette pensée m'arrache le cœur. Je me surprends à leur parler parfois, à murmurer leurs prénoms dans la nuit. Ça m'aide à tenir, je crois. Je me demande ce qu'ils feraient s'ils étaient à ma place. Léa dirait « Tiens bon, on te retrouvera ». Mais cette voix, c'est moi qui l'invente. La vérité, c'est que je ne sais rien, et ça me tue. Ce matin, le générateur a craché un bruit bizarre, un grincement métallique qui a glacé mon sang. La lumière a vacillé, juste une seconde, mais c'était suffisant pour que je comprenne. Cette machine ne va pas tenir éternellement. Sans elle, c'est fini pour moi. Je vérifie le carburant. Le bidon est presque vide. J'ai commencé à rationner. 1 heure de lumière par jour, pas plus, juste assez pour ne pas devenir fou. Mais le vrai problème, c'est la ventilation. Si le générateur s'arrête, je suffoque. Je calcule encore et encore. 3 jours? 4? L'idée de sortir me terrifie. Le compteur Geiger est formel. Les radiations dehors sont toujours mortelles, mais si je ne trouve pas de carburant, je n'ai pas le choix. Je repousse cette idée encore et encore, comme si l'éviter pouvait la rendre moins réelle. Je passe mon temps à douter. Ai-je fait les bons choix? Aurais-je dû attendre Léa et Hugo? Aurais-je dû courir avec eux dans les rues? Et si tout ça n'avait été qu'une fausse alerte? Mais non, les radiations ne mentent pas. La Terre est morte, c'est un fait. La solitude me ronge. Parfois, je parle à voix haute, juste pour entendre autre chose que le bourdonnement du générateur. Je ris à mes propres blagues, puis je me rends compte à quel point c'est pathétique. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai ces moments où je me dis « À quoi bon ?» Mais une autre partie de moi refuse de lâcher. Peut-être qu'ils sont encore en vie, quelque part. Peut-être que je les reverrai. Cette pensée est la seule chose qui m'empêche de sombrer. En fouillant dans une vieille boîte, j'ai trouvé une photo.
Léa et Hugo, souriants. Hugo avait 6 ans sur cette photo, les joues encore rondes d'un gamin qui ignore à quel point le monde peut être cruel. Léa était belle ce jour-là, elle l'a toujours été. Je la tiens dans mes mains longtemps, je leur parle à voix basse. Je vais tenir, pour vous, peut-être qu'ils m'entendent, peut-être pas. Mais dire ces mots me donne de la force. C'est ridicule, mais dans cet enfer, on s'accroche à tout ce qu'on peut. Mon père, je ne peux pas arrêter de penser à lui non plus. Cet abri, c'était son projet. Il y a des années, il m'a traîné ici, me montrant les plans, me forçant à apprendre comment tout fonctionnait. Je le trouvais obsédé, presque fou. Le monde ne tombera jamais en ruine, papa. C'est ce que je lui disais. Mais aujourd'hui, c'est grâce à lui que je suis en vie. Et je regrette de ne jamais l'avoir prise au sérieux. Je me demande s'il avait imaginé que je serais seul ici. Est-ce qu'il savait que je n'étais pas prêt? Pas vraiment. Je ne peux plus attendre. Chaque jour, le générateur faiblit. Les boîtes de conserve diminuent. Ce matin, j'ai pris une décision. Je vais sortir. J'ai passé la matinée à essayer de me convaincre que c'est la bonne chose à faire. Mon compteur Geiger me dit que les radiations sont encore élevées, mais peut-être qu'en limitant mon temps dehors, peut-être que j'ai une chance. Je prépare un sac, un vieux sac à dos en toile, usé mais solide. Dedans, un masque à gaz, une lampe torche, quelques boîtes de conserve, un couteau de survie. Je ne prends que le strict nécessaire. Chaque gramme compte. La porte en métal me regarde, silencieuse, menaçante. Derrière elle, c'est l'inconnu. Mais rester ici, c'est mourir à petit feu. Alors, je prends une grande inspiration et je me prépare. La préparation, c'est tout. Mon père disait ça. Alors, je teste tout. Le masque à gaz, je vérifie les filtres, je l'enfile, je respire. La lampe torche, je remplace les piles par les dernières qui me restent. Je teste la lumière, une lueur faible mais suffisante. Je planifie un itinéraire. Mon abri est dans une zone résidentielle. Si je vais vers le centre-ville, il y a plus de chances de trouver du carburant, mais c'est aussi là que les radiations seront les plus fortes. Je décide d'éviter ces zones pour l'instant. Mon compteur Geiger vibre faiblement quand je m'approche de la porte. Je prends une grande inspiration. Je me dis que je suis prêt. En réalité, je ne le serai jamais, mais je n'ai plus le choix. Alors que je m'apprête à partir, quelque chose me fait hésiter. Je remarque des empreintes dans la poussière, juste devant l'entrée de l'abri. Ce ne sont pas les miennes. Quelqu'un est passé ici récemment. Peut-être même pendant que je dormais. Mon cœur s'emballe. Est-ce que je suis vraiment seul? Pourquoi personne n'a frappé? Est-ce qu'ils ont essayé d'entrer? Je verrouille la porte derrière moi, 2 fois, juste au cas où. Ces traces me hantent. Si quelqu'un d'autre est en vie, pourquoi ne pas se montrer? Ou pire, et si cette personne est une menace? Je serre le couteau dans ma poche, mes pensées en vrac. Quand j'ouvre enfin la porte, l'air me frappe comme un mur. Il est lourd, métallique. Ma gorge se serre sous le masque à gaz, mais je continue. Le paysage est méconnaissable. Tout est gris recouvert d'une fine couche de poussière radioactive. Le vent hurle entre les bâtiments éventrés, emportant des débris dans sa course. Je fais quelques pas, et déjà, le compteur Geiger grésille. Les radiations sont plus fortes que je ne l'espérais. Puis le vent souffle violemment, arrachant presque mon masque. Je me précipite dans un bâtiment à moitié effondré pour me mettre à l'abri. Là, dans l'obscurité, je répare comme je peux le joint du masque avec un morceau de ruban adhésif trouvé dans mon sac. Le bruit du vent à l'extérieur me donne l'impression d'être traqué. Mais par quoi? Je secoue la tête, je dois rester concentré. En fouillant le bâtiment où je me suis réfugié, je tombe sur un carnet. Les pages sont jaunies, tachées, mais encore lisibles. À l'intérieur, des notes écrites à la hâte. Des noms, des coordonnées, et surtout, un message. Camp de réfugiés, à 10 km au nord. Approvisionnement limité, zone morte à éviter. Mon cœur bondit. Un camp, des survivants, je me mets à rêver. Peut-être que Léa et Hugo sont là-bas. Peut-être qu'ils m'attendent. Mais le mot zone morte me ramène à la réalité. Ces endroits sont si irradiés qu'ils tuent tout sur leur passage. Une fausse route, et c'est fini. Je serre le carnet dans ma main. C'est une lueur d'espoir, mais aussi un nouveau danger. Maintenant, je dois choisir. Revenir à l'abri ou tenter ma chance. Le camp. Je ne peux pas arrêter d'y penser. 10 km, c'est loin, surtout dans ces conditions. Mais je dois y aller. Je dois savoir. Si d'autres ont survécu, alors je ne peux pas rester caché ici comme un rat. Et s'ils savent où est ma famille? En même temps, l'idée me terrifie. Et si ce camp n'est qu'un piège, une rumeur vide? Je ne peux pas ignorer la possibilité que ce soit un mensonge. Mais l'alternative, c'est quoi? Mourir seul dans cet abri? Je prends une décision. Je vais continuer, peu importe les risques.
Je ressors dans ce paysage désolé. Les coordonnées du carnet me guident, mais je dois contourner les zones mortes signalées. Le compteur Geiger et c'est mon seul guide, l'aiguille tremblant chaque fois que je m'approche trop près. Ça rallonge mon chemin, mais je préfère ça à une mort rapide. En chemin, je trouve une flaque d'eau stagnante. L'eau est contaminée, je le sais, mais ma gorge est sèche. Avec un filtre improvisé, un bout de tissu et du charbon, je bois à petites gorgées. Le goût est affreux, mais c'est mieux que rien. Chaque pas me rapproche du camp, mais aussi du danger. Le moindre faux pas peut me coûter la vie. En fouillant une épave de voiture, je trouve une vieille radio portable. Je la bidouille et miraculeusement, elle capte un signal. Une voix faible, hachée, mais bien réelle. Refuge souterrain sécurisé. Position. Puis le silence. Je suis abasourdi. Un autre refuge? Est-ce là que je dois aller? Mais sans les coordonnées exactes, c'est inutile. Pourtant, cette voix m'obsède. Elle prouve que je ne suis pas seul. Je garde la radio avec moi, espérant capter quelque chose d'autre plus tard. Pour l'instant, je dois continuer vers le camp. C'est ma seule piste. En chemin, je tombe sur une carcasse de voiture calcinée, renversée sur le bas-côté. À l'intérieur, il y a des corps. Ou ce qu'il en reste. 2 adultes, un enfant. Mon souffle s'accélère. Ma tête tourne. Je détourne le regard, mais c'est trop tard. L'image, elle est gravée dans ma mémoire. Les flashbacks m'assaillent. Je revois la panique du jour où tout a basculé. Les cris dans les rues, les gens qui se bousculent, les sirènes. Je revois Léa me disant de courir, de me sauver et moi incapable de bouger. La culpabilité me frappe comme un coup de poing. Pourquoi suis-je là, vivant, alors que... Je m'assois un instant, le dos contre un mur fissuré. Mon masque me semble étouffant. Je ferme les yeux, essayant de calmer le chaos dans ma tête. Ce n'est pas eux, ce n'est pas Léa et Hugo, mais la peur que ce puisse être leur sort me ronge. Quand j'arrive aux coordonnées indiquées dans le carnet, mon cœur s'emballe. Mais l'espoir s'éteint presque aussitôt. Le camp est en ruine. Des tentes brûlées, des débris éparpillés, des traces de lutte. C'est désert, mort. Je scrute les environs, mais il n'y a rien, pas une âme. Je fouille les lieux malgré tout. Des objets personnels abandonnés traînent, des vêtements, des restes de nourriture, un jouet cassé. Qui que ce soit qui ait été ici, ils sont partis, ou pire. Mais un détail attire mon attention. Une inscription gravée sur un mur. Survivant au sud. Une nouvelle piste ou un autre piège? Je ne sais pas, mais je ne peux pas m'arrêter ici. Pas maintenant. Alors que je m'apprête à repartir, je sens une présence. Mon instinct me hurle de fuir. Je tourne la tête et je les vois. Un petit groupe de survivants, armés de bâtons et de couteaux. Leur apparence est sauvage, leur visage creusé par la faim. L'un d'eux avance. Tes provisions. Maintenant. Sa voix est rauque, menaçante. Mon sac pèse lourd sur mon épaule. Je recule, mais ils avancent. Je n'ai pas de choix. Ils sont trop nombreux et moi je ne suis qu'un homme seul. Mais je ne suis pas sans ressources. Je fais semblant de lâcher mon sac, puis je déclenche ma lampe torche en pleine puissance. La lumière les aveugle assez longtemps pour que je puisse m'échapper. Mon cœur bat à toute allure alors que je cours sans regarder en arrière. Ils crient, mais leur voix s'éloigne. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai survécu, cette fois. Blessé à la jambe en fuyant, je retourne vers mon abri. Chaque pas est une torture, mais l'idée de m'arrêter me terrifie. Quand j'arrive enfin, je remarque quelque chose d'étrange. La porte de l'abri est légèrement ouverte. Je m'arrête net, quelqu'un est entré. À l'intérieur, tout semble différent. Les boîtes de conserve ont été déplacées. Mon couteau de rechange a disparu, mais je ne trouve personne. Seulement des traces, des empreintes sur le sol, des miettes de nourriture. Je referme la porte derrière moi et verrouille tout. Mon abri n'est plus sûr, et je ne sais pas si celui qui est venu reviendra. Cette nuit, je ne dors pas. Je reste assis, le dos contre le mur, mon couteau dans la main. Je regarde autour de moi, chaque ombre me semblant suspecte. Ce monde est devenu un cauchemar. La survie n'est plus seulement une lutte contre les radiations ou la faim, c'est une guerre contre les autres. Je commence à écrire dans un vieux cahier que j'ai retrouvé. Je veux garder une trace. Si quelqu'un trouve cet endroit après moi, il saura ce que j'ai vécu, et peut-être que cela lui servira. Je ne sais pas si je reverrai Léa et Hugo, mais je refuse d'abandonner. Le lendemain, la radio portable que j'avais récupérée capte un nouveau signal. Cette fois, c'est clair. Une voix, nette, répétant un message. Point de rassemblement pour tous les survivants. Sud-Est, 50 km. Répétons. Sud-Est, 50 km. Suicide. Mon cœur bondit. Une nouvelle chance. Un but. Je me précipite pour préparer mon sac une fois de plus. Cette fois, je prends tout ce que je peux. Si je pars, je ne reviendrai pas.
Je me tiens devant la porte de l'abri, prêt à affronter l'inconnu. Le message résonne encore dans ma tête. 50 km. C'est loin, mais c'est une direction. Et c'est tout ce dont j'ai besoin pour continuer. Avant de partir, je prends un morceau de béton et je grave un message sur le mur près de la porte. Je reviendrai. Pour moi, pour eux, pour quiconque passerait ici après moi. Puis je me tourne vers l'horizon gris et poussiéreux. Mon masque sur le visage, mon sac sur le dos, je fais mes premiers pas dans ce monde brisé. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Peut-être rien, peut-être tout, mais je ne peux pas rester immobile. Chaque pas est une promesse de continuer, de survivre, jusqu'au bout.